est à qui la veut. Cécile, Gérald, Igor. Alors moi, les 3 interventions de ce matin m'ont renvoyé toutes à un faisceau de questions que je résumerai en posant la question du statut de la ruse. C'est pas assez près ou c'est trop près, hein. Le statut de la ruse face à la violence. Je pose la question parce que dans l'intervention de Christian Fauré, je vais poser la question de ses sources par rapport à Magny, dans la mesure où moi j'ai lu un livre de Amin Maalouf sur Magny qui s'appelle Les Jardins de Lumière, et dans ce livre-là, Maalouf montre que Magny est tout sauf l'inventeur du manichéisme que l'on connaît, et que même sa pensée était l'inverse exact du manichéisme dont on a l'idée. Et ça s'est fait par un processus à la mort de Magny de désinformation hyper violent, parce que sa pensée était trop subversive. Alors qu'auparavant, Magny avait été le conseiller du prince, je ne sais plus quel a été le rôle politique du prince, mais enfin, et il y a toute la biographie de Magny montre comment il se rapproche du pouvoir, et au moment où le pouvoir reconnaît la force de subversion de sa pensée, il est obligé de faire un choix, et donc il refuse de coopérer, et peu à peu, il va être écarté jusqu'à ce que, à sa mort, donc sa pensée soit complètement détruite et retournée. Et donc il y a cette question de la récupération ou du retournement, et la question aussi qui vient d'être posée de la violence physique qui me renvoie à Nuit debout. Et donc moi je me demande, face à la violence, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Est-ce que la ruse est une solution? Mais la ruse est dangereuse. Je pense aussi à Lorenzaccio qui, pour tuer le prince, s'en approche jusqu'à se corrompre lui-même. Voilà, c'est cette question-là que je voulais poser. Merci beaucoup. Je suggère qu'on prenne les 3 questions l'une derrière l'autre, parce que sinon je crains qu'on ait du mal à tenir. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc Gérald ou Igor, d'accord, et après on prendra Gérald. J'aurais une question, peut-être aussi une critique, à adresser à Christian. Le mantra dans le Kundalini Yoga, c'est une pratique qui est très importante. Le mantra est une parole chantée, répétée, qui a pour but de faire à la fois résonner le corps par la résonance des cordes vocales. Donc il y a toute une partie qui correspond à ce qu'on a appelé le paradigme vibrationniste, et aussi de mémoriser les paroles chantées qui énoncent des préceptes philosophiques. Les mélodies des chants varient pour faire résonner et réveiller des parties différentes du corps. Ce qui me fait penser à la formule de Nietzsche que j'ai citée hier: l'esthétique n'est autre chose qu'une physiologie appliquée. Et sur ce domaine, Peter Sloterdijk, lui-même spécialiste de la pensée et de la pratique antique indienne, est peut-être celui qui aujourd'hui a essayé de développer cet aspect de la pensée nietzschéenne, notamment dans son ouvrage « Tu dois changer ta vie ». Donc je sens bien la correspondance ici, à travers le mantra, entre le zoroastrisme et la pensée de Nietzsche. Mais en revanche, je m'interroge sur l'héritage de la philosophie de la justesse et de la maîtrise du zoroastrisme dont tu as parlé, Christian, dans la nécessité nietzschéenne de faire advenir le surhomme créateur par l'accomplissement de sa volonté de puissance, qui pour Nietzsche, j'ai essayé de l'expliquer hier, est placé sous le signe et l'influence de Dionysios et de l'ivresse, loin, me semble-t-il, de la pratique de la justesse et de la maîtrise. Donc voilà, je remets un petit peu en question l'héritage dont tu nous as parlé. Et on prend maintenant la question de Gérald, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Pour commencer, j'ai une question relativement pratique pour Martin qui porte sur la conception de la tour de Gaïa. Il m'apparaît que sa notion de Gaïa n'est pas exactement pareille à celle de James Lovelock. Et je crois qu'il le partage un peu, ou la concept qu'il hérite est médié par Isabelle Stengers aussi, mais est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu? Et est-ce que tu pourrais
ajouter aussi s'il y a un rapport pour la tour entre le système de Gaia et sa notion de agency ou l'agence. Et puisque je touche aux notions de Gaia, que depuis Vernadsky, nous savons, et non purement naturelle, mais aussi techniquement construite. Je voulais poser aussi une question à Bernard, pour qui, comme tu disais l'autre jour, Bernard, la nature est techniquement construite, le résultat d'une naturation. Est-ce que, puisque la nature est techniquement construite, évidemment, ça nous amène à penser aussi de la géo-ingénierie et le rapport entre la néganthropocène et le potentiel de la géo-ingénierie. Je voulais savoir simplement si tu prends parti dans ce débat, si tu as une position critique. Merci. Bon, Martin, Christian. Ouais, sur Sloterdijk, mais bon, je ne l'ai pas lu, le Tu dois changer la vie, mais je connais cette influence-là de Sloterdijk. Mais il dit ça, mais en même temps, je crois que c'était dans le débat avec Bernard, il disait, je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas, tu me corriges, il disait le bonheur, c'est pour le management, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, il a sorti une phrase. C'est une légende, c'est pour faire croire, pour faire marcher les managers, quoi. C'était ça, tu me corriges? Le bonheur, c'est pour les management. Alors, l'espoir, voilà. L'espoir, c'est un discours qui, il y a un profond quand même cynisme de Sloterdijk qui est pour moi assez incompatible avec la tradition dans laquelle il s'inscrit. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as peut-être plus de réponses que moi si tu l'as lu. Mais j'ai du mal à imaginer Sloterdijk représentant de ce que j'ai évoqué en essayant de déterrer un peu Zarathustra comme ça. En fait, j'ai l'impression quand même que le nietzschéisme répond un peu à un polythéisme entre ses influences, on va dire, orientales et ses influences hellénistes. Il y a parfois un conflit. Peut-être qu'en effet, je pense qu'on peut faire la même critique à Sloterdijk quand il parle de la nécessité de l'exercice chez Nietzsche. Peut-être que là, on est sous l'influence de Zarathustra, mais en même temps, Dionysios, donc célèbre dieu grec, est aussi extrêmement important voilà, dans la philosophie de Nietzsche. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression soit d'un conflit, soit que, en tout cas, pour moi, il est clair que le surhomme créateur n'arrive à créer qu'en étant sous l'influence de Dionysios et de l'ivresse. Et donc, voilà, encore une fois, loin de la pratique de la justesse et de la maîtrise de soi. Et donc, du coup, j'adresserai cette même critique à Sloterdijk, qui, dans son ouvrage qui fait 700 pages, ne parle quasiment jamais de Dionysios et de l'ivresse. Donc, c'est bizarre comme ça qu'on essaye de scinder Nietzsche sans en essayer d'en proposer une compréhension synthétique, en fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup de problèmes avec Nietzsche. Hein. Déjà, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas lu. Et je vais dire une énorme bêtise, mais pour moi, Nietzsche, c'est quand même le philosophe des teenagers qui ont du mal-être. Alors, il est très important, mais j'ai d'énormes difficultés avec Nietzsche, quoi. Il faut s'en sortir, et quand il faut revenir vers Nietzsche, je suis toujours un peu gêné. Est-ce que je vais m'en sortir, quoi, et dans quel état? Donc, je l'ai quand même tenu beaucoup à distance. Dans le séminaire, il était convoqué quand même sur un axe particulier, hein, qui n'est pas le Nietzsche qu'on voit assez fréquemment, le Nietzsche vers le travail de Barbara, de la biologie, et tout cet aspect-là, je le trouve beaucoup plus opératoire que le Nietzsche dont j'avais le souvenir et dans lequel je ne voulais pas me replonger, quoi. C'est pour ça que je suis allé voir Zarathustra, pas le Zarathustra de Nietzsche, pour essayer de voir ce qu'il en était. Je suis désolé pour le côté teenager. Martin, vous voulez intervenir? Merci. D'abord pour la question de Gérald. Oui, tu as raison que
Latour n'entend pas Gaïa au sens de Lovelock. Il lui prend le terme, bien sûr, mais il y a une différence quand même précisément à propos de la question de la capacité d'agir. C'est-à-dire que selon une perspective strictement latourienne, le modèle de Lovelock resterait trop près de ce que Latour appelle la modernité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une confrontation entre les êtres humains et la Terre. Et donc si Latour emprunte cette image de face à Gaïa, c'est en fait pour refuser cette confrontation, ou pour dire en fait que nous vivons la découverte nous vivons la disqualification de cette confrontation, et que ce qui se révèle, c'est plutôt une implication originaire de tous les États, et y compris dans la capacité d'agir. Donc il s'agirait il se revendique Latour d'un animisme généralisé qui pourrait comprendre jusqu'à un certain point, et qui comprend dans la façon dont il utilise le nom de Gaïa, ça comprend l'image de Gaïa elle-même comme actrice, si j'ose dire, mais il refuse de penser cela selon une image de clivage ou d'opposition, de confrontation. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'il déplace il ne veut pas parler il réserve le nom de humain à ceux qui veulent se penser en termes de ce clivage-là. Et il préfère tous ceux qui ne veulent plus penser ainsi, il les appelle les terrestres. Donc il ne peut pas y avoir de confrontation entre les terrestres et Gaïa, en un certain sens. Mais il n'élabore pas énormément ce concept, je veux dire qu'il l'emprunte pour prendre cette image d'une confrontation qu'il va ensuite refuser. Et par rapport à la ruse, merci pour la question. Je veux dire que surtout que je n'ai pas réponse. J'ai quelques idées. Et je me disais d'abord que, évidemment, l'un des grands dangers de la ruse, c'est de séparer trop efficacement les moyens des fins. Et c'est à ce moment-là qu'on en vient à économiser sur tous les plans et donc à sacrifier. De sacrifice, il en faudra bien, mais je veux dire de sacrifier au sens fort. Mais j'imagine donc, et donc j'essaie de penser là à propos de cette question des moyens et des fins, et je me demande si une manière peut-être de penser la ruse, ce serait justement de la penser comme une pratique, une compréhension et une pratique de la finalité des moyens. Mais c'est juste une première idée. La deuxième chose que je voulais dire, que la ruse est dangereuse et que, en fait, en situation de combat, tout est dangereux. Il n'y a que des solutions dangereuses. Sinon, ce ne sont pas des solutions, c'est pour ça qu'on est en combat. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai insisté sur le pouvoir et non pas sur la puissance. C'est-à-dire que pour ne pas donner justement dans une séparation trop nette, disons, entre le pouvoir établi des pouvoirs effectifs, des pouvoirs institutionnels, et une puissance qui en serait en quelque sorte indemne, il vaut mieux, parce qu'à ce moment-là, déjà, on est d'une part, on est dans la séparation des moyens et des fins, on risque d'y être. D'autre part, on risque de se retrouver en dialectique, précisément.
c'est là qu'il faut penser, évidemment, non pas en termes de dialectique, c'est-à-dire dialectique entre le danger et le salut, mais, comme le disait Bernard, nous ne sommes pas en dialectique, nous sommes en quasi-causalité. C'est-à-dire donc qu'il faut penser la composition du danger et du salut, c'est-à-dire aussi du pouvoir et de la puissance, et qu'il faut penser à la puissance par rapport à des questions de pouvoir effectif. Merci Martin. Moi je vais revenir aussi sur cette question, sur toutes les questions d'ailleurs. D'abord de la ruse et de la violence. Évidemment, dès qu'on parle de ruse, chez les philosophes, on pense aux ruses de la raison, et qui est un des très très grands concepts de la phénoménologie de l'esprit. Et je pense qu'il faudrait revisiter, c'est pas exactement dans ce sens-là que vous l'aviez évoqué bien sûr, mais en même temps je pense que ça passe par là. Il faudrait revisiter un peu ce que dit la phénoménologie de l'esprit sur les ruses de la raison, du point de vue de l'exosomatisation. Parce que les ruses de la raison sont produites par une dislocation. Et cette dislocation, pour moi, c'est la question du pharmacone. Et donc si nous devons ruser avec la violence, je crois que c'était un peu ça la question qui se posait, c'est par une thérapeutique. Comment faire, c'est pas simplement que faire, mais comment faire face à la violence? C'est ça que vous posiez comme question, une question absolument fondamentale. Eh bien, rappelons-nous, souvenons-nous de Jean Jaurès. Parce que, je dis ça parce que Jean Jaurès est un pacifiste. Mais c'est un pacifiste qui n'est pas du tout, qui fait pas du tout de la négation sur le combat. Il dit qu'il ne faut pas combattre en opposant le prolétariat allemand et le prolétariat français. Il faut mener un autre combat. Il ne faut pas se tromper. Moi, je dis d'adversaire, j'essaye d'éviter le mot ennemi. C'est un peu crypto-chrétien, peut-être, comme disait hier Igor. Je ne crois pas, d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'il faut garder le mot ennemi au moment où on ne peut absolument plus faire autrement. Et là, il faut lire Carl Schmitt. Voilà. Bon. Mais en tout cas, moi, j'utilise très très peu le mot ennemi. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas d'ennemi, bien entendu. Malheureusement. Mais je pense que nous avons à instruire la question d'un néo-pacifisme. Mais qui est un pacifisme qui ne dénie pas la situation foncièrement polémologique dans laquelle se trouve le cosmos. D'ailleurs, bon, j'avais prévu, je fais toujours des prévisions et des projets qui ne marchent pas, donc j'avais prévu dans le séminaire, là, où il était question de Nietzsche, j'aurais voulu parler beaucoup plus de Nietzsche d'ailleurs que je ne l'ai fait, de faire quelque chose sur la question du polémos, telle que, d'abord elle est à l'origine de toute l'histoire de la philosophie. Ça commence avec la question du polémos, l'histoire de la philosophie, parce que ça commence avec la cité, et que la police est habitée par, pas simplement l'éris, mais aussi le polémos, qui conduit à la stasis, à la guerre civile, etc. Et le polémos, c'est ce qui va, à travers toute l'histoire de la philosophie, se transformer, par exemple, jusqu'à la dialectique hegelienne, puis marxienne, etc. Alors je pense que la polémologie cosmique, qui est induite par la tension, qui était à l'horizon de ce que disait Sarah hier ou avant-hier, la tension entropie-négantropie, par exemple, mais pas seulement, disons les tensions qui caractérisent les systèmes dynamiques, nous oblige à complètement repenser l'histoire de la philosophie telle qu'aujourd'hui les sciences posent ces problèmes-là. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est que je voudrais d'abord rappeler qu'il y a 5 ans maintenant, ou 6 ans, dans un canard qui s'appelle Philosophie Magazine, qui m'a demandé de faire un truc, donc je l'ai fait. J'ai appelé François Hollande à plaider, s'il était élu président de la République, pour un traité de paix économique. Car nous sommes en guerre économique, et ça c'est absolument fondamental. Il faut savoir qu'il existe une école de guerre économique, par exemple, en France, qui d'ailleurs est en train de se rapprocher fortement du transhumanisme. Je voulais vous montrer des slides et tout ça, enfin des photos que j'ai prises. Bon, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le temps. Et à cela, il faut opposer un néo-pacifisme. Mais ce néo-pacifisme, ce n'est pas du tout quelque chose qui consiste
à effacer le polémos, bien au contraire. C'est l'invention de nouvelles formes de lutte, et ces nouvelles formes de lutte, ce sont des réaffirmations de la raison, et des ruses de la raison, c'est-à-dire de la pharmacologie de la raison. Et là, je me répète d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé un peu dans le séminaire, Jean-Pierre, il faut relire ce que dit Vernon sur la transformation des guerriers grecs, qui sont des barbares descendus, on ne sait pas trop bien d'où, Caucase ou autre, en civilisation homérique, qui tout à coup font le cercle, comme dit Vernon. L'agoreïne constitue l'espace d'un polémos qui devient le logos. Et je crois que nous avons à lutter comme cela, ce qui ne veut pas dire que ça nous dispensera forcément de toute violence physique, mais en tout cas, je pense que ce que nous avons à combattre, c'est la violence physique. Et parfois, pour la combattre, il faut user de la violence physique. Ça, c'est la question de la violence que pose Benjamin et que pose, disons, toute question du statut de la police, de l'État, de la violence dite institutionnelle, de la justice, de la peine, bref, de la répression. Il ne peut pas y avoir de société sans répression. Ça, c'est très, très important. Et là, c'est extrêmement important de faire une critique radicale de Marcuse et de tout ce qui a été une illusion absolue, la possibilité d'une économie libidinale où il n'y aurait pas de répression. Il y a toujours de la répression, il y a toujours de la police, il y a toujours des emprisonnements, des peines, etc. Il faut le savoir. Et la question, c'est pas d'empêcher ça, c'est de transformer la peine en une chance, c'est-à-dire en une quasi-causalité. Moi, quand j'affirme ici réapprendre à vivre, c'est-à-dire développer de nouvelles formes de savoir, les savoirs, ce sont des façons de transformer le polémos violent et destructeur en un polémos constructeur, bâtisseur, voilà, qui constitue l'éris comme émulation. Et ça, c'est la question de Nietzsche. Alors, puisque, Christian a parlé de Nietzsche, bon, il faut lire Nietzsche. Et ça c'est vachement bien que tu aies dit ça. Ça prouve que tu es encore tout jeune, que tu es encore au stade du préadolescent ou de l'adolescent, qui est encore dans le stade d'une lecture de Nietzsche de teenager. Mais il faut passer à autre chose, parce que Nietzsche, c'est un moment absolument fondamental dans l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire du nihilisme, c'est-à-dire de l'Occident, où s'ouvrent des questions comme celle de la sélection, etc., sur des bases tout à fait nouvelles. Et par contre, ce que je crois, c'est que des lectures qui ont dominé Nietzsche, la réception de Nietzsche, en particulier en France, rendent très difficile parfois l'accès à ces dimensions-là. Voilà. Parce qu'il y a eu une espèce de répression, là aussi, d'enfouissement d'un certain nombre de questions, pour des raisons que je crois que Barbara a raison d'invoquer, c'est-à-dire une espèce de refus d'aller parler du biologisme de Nietzsche. Il y a un biologisme chez Nietzsche, évidemment, et il faut l'affronter frontalement. Maintenant, si j'en parle là, c'est surtout pour un peu rebondir sur ce qu'a dit Igor. Et en effet, moi je merci d'abord à Christian de cette présentation de Zarathustra qui m'a été personnellement extrêmement profitable. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure si on a le temps. Mais en effet, la question c'est Zarathustra et Dionysos. Voilà. Et quel est le statut de Dionysos dans Zarathustra? Dionysos, c'est la première figure nietzschéenne. C'est comme ça que commence Nietzsche. Voilà. C'est avec le couple Dionysos-Apollon que Nietzsche apparaît comme Nietzsche. Et il paraît disparaître, si je puis dire, par moment, Dionysos, mais il ne disparaît pas. Mais par contre, il a un statut complexe. Voilà. Zarathustra a un rapport à la morale, en tant que à une question de la morale que Nietzsche dont Nietzsche essaye de faire une généalogie, au sein de laquelle Dionysos est un processus actif, caché, généralement, qui en effet, tu as tout à fait raison, se présente comme l'ivresse. Voilà. Mais c'est l'hubris, qui n'est pas simplement la violence, qui n'est pas simplement les risques, qui n'est pas simplement la folie, qui est d'abord, ça c'est ce que j'essaye de dire, l'exosomatisation. Et je crois que cette tension qu'il y a, par exemple, celle que tu as pointée, Igor, entre Zarathustra et Dionysos, elle a foncièrement à voir avec cela. Et avec une difficulté dans laquelle se débat Nietzsche et dont il ne se sortira pas. C'est d'ailleurs pour ça que
Barbara dit, il s'effondre devant le Christ. Voilà. Il devient fou. En disant « je suis le Christ ». Il se vit comme étant l'antéchrist et le Christ, c'est-à-dire le Christ, etc. Et ça, ce sont des questions que nous devons rouvrir. C'est pour ça que je n'arrête pas de parler du serpent, qui est aussi... Alors, j'ai eu une question qui m'a été posée par Néret, comment c'est son prénom ? François-Xavier Néret, pendant le séminaire, voilà, sur l'interprétation de l'éternel retour par Didier Franck. J'ai pas répondu. J'ai pas répondu pour deux raisons. D'abord, pour la raison que je lui ai dite, je n'ai toujours pas de point de vue sur l'éternel retour de Nietzsche, mais ça, je ne comprends pas l'éternel retour, je ne comprends pas. Et j'ai rien compris aux commentaires qui ont été donnés, y compris par Deleuze de l'éternel retour. Ils ne m'ont pas convaincu du tout. Et par ailleurs, je suis convaincu que la question tourne autour du serpent, qui est défini dans Zarathustra comme celui qui change de peau. Voilà. Et que la figure fondamentale de Zarathustra, c'est le serpent, avec l'aigle. C'est-à-dire celui qui est sous terre, c'est-à-dire l'être le plus chtonien qui puisse être, et celui qui est le plus aérien, voilà, et ceci constituant une cosmologie. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que je pense vraiment de ces questions. Après, sur la question que m'a adressée Gérald, c'est une question absolument essentielle, en effet. Je crois que le discours que je partage très souvent, par exemple de Jean-Baptiste Fressos contre la géo-ingénierie et tout ce que parfois il appelle, je crois, les anthropocénologues, c'est-à-dire ceux qui vont apporter le solutionnisme technologique de l'anthropocène, tel que le critique Morozov sur un autre registre. Je partage, moi, pour beaucoup, évidemment, la prévention, disons, de Fressos et de tous ces gens-là, de Latour aussi, d'ailleurs. Mais en même temps, je pense que ça ne suffit pas. Je pense que ça ne suffit pas parce que, de toute façon, je crois qu'en effet, des nouveautés exosomatiques seront indispensables pour faire face à l'anthropocène, c'est-à-dire pour sortir de l'anthropocène. Et là, c'est la grande question, le grand désaccord fondamental que j'ai, et avec Fressos et avec Latour. Il est hors de question de nous adapter à l'anthropocène. Il est hors de question de vivre dans l'anthropocène. On ne vit pas dans l'anthropocène. On survit à peine, pas au sens de Derrida, de la survie, mais au sens de Whitehead, explique qu'il ne faut absolument pas accepter de survivre. Voilà. C'est indigne. Donc, comment être digne de ce qui nous arrive avec l'anthropocène ? Eh bien, c'est réaffirmer l'indignité d'abord de l'anthropocène lui-même et la nécessité absolue de transgresser cette situation. Alors là, peut-être par des luttes violentes même, j'espère que non, parce que je pense que la violence aujourd'hui est la violence physique, je veux dire, ne peut être qu'extrêmement préjudiciable à tous. Voilà. Mais je crois que là, il faut une explication, en effet, tout à fait du type de ce que Martin a ouvert avec Latour, et avec le refus de la décision, de la volonté, et toutes ces choses-là. C'était aussi un des objets du séminaire que je n'ai pas pu traiter, mais par contre, ça va être un sujet tout à fait central de l'avenir du savoir, parce que pour moi, le savoir, c'est d'abord la volonté de savoir, y compris au sens où Foucault en a parlé. Voilà. Alors, la métalocalité, c'est ce qui doit réinventer le savoir et la volonté de savoir, en affirmant la nécessité de nouveaux stades de l'exosomatisation, et donc en remettant la géo-ingénierie à sa place. C'est-à-dire en la soumettant alors à ce que Christian aurait appelé une sagesse, et pas simplement une connaissance. Et il est effectivement le sujet, ça c'est tout à fait clair, c'est une nouvelle sagesse. Enfin, ce dont moi je ne dirais pas une nouvelle sagesse, parce que pour toutes les raisons que l'on connaît à propos du rapport entre philosophie et sagesse, mais une nouvelle amitié, disons, ce qui était très très beau dans ce qu'a dit Christian sur Zarathustra, c'est qu'il parle en ami à son ami qui est Dieu. Voilà, ça me plaît beaucoup. Ça m'a fait beaucoup penser à Whitehead d'ailleurs, ces questions-là, parce qu'il y a des questions comme ça chez Whitehead, et je me suis demandé, mais qu'est-ce que Whitehead sait de Zarathustra à ce moment-là? On fait un deuxième tour, on a, Paul, et
Michael. Michael a le micro, on va commencer par Michael. Je vais juste poser une question sur un concept qui a été amené par Martin et par Bernard, qui me pose problème, donc, parce que soit je ne l'ai pas compris, soit il n'est peut-être pas assez élucidé, c'est le concept d'intériorisation. La question que je pose, c'est est-ce que l'exosomatisation fonctionne avec une endosomatisation? Parce que si c'est le cas, le risque, c'est qu'on retrouve la dialectique. Or, ce que je crois avoir compris, mais c'est là où je ne suis pas sûr et j'aimerais que vous puissiez me clarifier, parce que ça touche à la question de la volonté et donc du passage à l'acte. Comment se constitue la volonté? Dans la dialectique, la constitution de la volonté passe par une intériorisation. Mais quand on est en régime dialectique, la volonté se constitue par intériorisation. Oui, oui. Parce que la volonté, c'est d'abord une prise de conscience, au sens de... On prend possession de quelque chose comme la conscience qui se constitue dans le mouvement dialectique. Or, en régime de quasi-causalité, on ne peut pas penser comme ça. Parce que la quasi-causalité, qui est un concept de Deleuze, fonctionne à partir de l'ontologie de Sartre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intériorité. La conscience est ce que Sartre appelle éclatement, c'est-à-dire pur mouvement d'extériorisation. La conscience n'est pas l'extériorité, mais c'est le pur mouvement d'extériorisation. Donc, si je crois avoir compris la question de l'intériorisation d'un point de vue quasi-causal, est-ce qu'on pourrait dire que intérioriser, c'est passer à l'acte? Je le dis très rapidement, si je le déploie un peu. Est-ce qu'on peut dire que intérioriser, c'est inventer? Parce que si intérioriser, c'est pas inventer, alors il y a une intériorité qui se constitue comme médiation entre le soin et le passage à l'acte. Or, cette médiation-là, c'est la dialectique. Voilà. Donc c'était juste cette question que je voulais poser. Merci. Okay. Merci beaucoup. Donc, c'est une question qui n'est pas sans rapport, mais je vais le prendre d'une toute autre façon. Je rappelle quand même que je la pose du point de vue matérialiste ou pharmacologique matérialiste que j'avais essayé d'esquisser hier, et qui parlait aussi bien sûr de l'unité qu'est la vie et du rapport endo et exo qui s'y rapporte. Mais bon, autre question, autre problème. Il y a comme une amphibologie de ton vocabulaire, Bernard, depuis ce printemps, ou peut-être un peu antérieur, je ne sais pas, par rapport à deux termes, ou je dis amphibologie, je veux dire tout simplement une ambiguïté, ou quelque chose qui doit être précisé, par rapport à la distinction entre l'époquet et l'ère, l'époque et l'ère. Voilà. Et donc, je voulais simplement poser cette question. Est-ce que la grammatisation, finalement, c'est une exosomatisation? C'est un processus d'exosomatisation? Est-ce que la grammatisation n'est pas réductible à un calcul? Et est-ce que ce n'est pas pour ça que tu invoques la raison et plus simplement l'époquet? L'époquet qui serait alors plutôt une opération de calcul. Je ne sais pas. Voilà. Oui, merci Martine pour cette présentation que j'ai aimé vraiment beaucoup. Et je crois que tu as donné des coordonnées théorétiques pour comprendre certains passages de Bernard, notamment pour ce qui concerne l'Anthropocène. Et ma question vient d'une sorte d'expérience personnelle de lecture de Bruno Latour, parce que j'ai travaillé avec des anthropologues qui aiment beaucoup Latour, et
il y a une chose, j'ai l'impression que Latour, dans les livres justement sur Gaïa, sur l'environnement, sur l'anthropocène, sur la guerre des mondes, j'ai l'impression qu'il utilise ou voire développe un vocabulaire qu'on peut l'appeler moderniste, ou qui relève du rapport entre par exemple, les États-nations. Et ce vocabulaire moderniste, pour moi, n'est pas seulement paradoxal par rapport à la critique de Latour de la modernité. Et hier, Yuk Hui nous a montré comment Latour, Descola et d'autres oublient la question de la modernité. Et je crois que d'une part, c'est paradoxal, cet usage d'un vocabulaire moderniste. Et d'autre part, je crois que justement, pour cette idiosyncrasie vers la modernité, ce vocabulaire-là devient métaphorique. Et les exemples sont la diplomatie, les diplomates, les diplomatiques, une certaine expressivité de la guerre, l'usage du système de Carl Schmitt, ami-ennemi. C'est bizarre parce qu'il ne croit pas à la modernité et pourtant il utilise ce vocabulaire-là qui est très expressif, mais en même temps, ça devient métaphorique. Et alors, quand tu as parlé de la coupure temporelle qui relève de la verticalité chez Bernard, coupure que nous ne trouvons pas chez Latour, parce qu'il y a une sorte d'horizontalité, de continuité temporelle. Je crois que là, on peut trouver chez Bernard la possibilité d'éviter la dimension métaphorique. Et Bernard le dit toujours qu'il essaye de ne pas parler au niveau métaphorique. Il parle plutôt à un niveau performatif. Et voilà que tu as parlé de la performativité chez Bernard qui ouvre à la volonté. Et alors, ma question, qui c'est aussi une sorte de proposition pour ouvrir un débat, c'est peut-être que c'est précisément la quasi-causalité ce qui oriente le vocabulaire de Bernard. Et quand, si j'ai bien compris la question qu'a posée Michael, je dirais que la quasi-causalité, justement pour ce qui concerne le vocabulaire, chez Deleuze, la quasi-causalité est l'extraction, production du sens face à l'événement. Donc c'est une façon de développer un vocabulaire, que c'est le vocabulaire philosophique en tant que tel. Et donc, peut-être ça, entre la métaphore et la quasi-causalité, le champ de bataille de l'Anthropocène, champ de bataille noétique, théorétique, philosophique, entre les philosophes, mais aussi face à la Terre. Donc, pour reprendre dans une façon performative ce que Latour vient de dire. Merci. Ok. Vous voulez répondre à Michael d'abord sur l'intériorité? Non, simplement pour dire que c'est... Enfin, d'abord, merci pour la précision. C'est une... Là, pardon. Ça va mieux? C'était une décision assez tardive de ma part d'employer ce mot-là en un sens, il se peut bien qu'il s'agisse d'une décision erronée. C'est tout à fait possible. En fait, c'est-à-dire tardive, je veux dire, il y a 2 jours. Hein. Mais le mot que j'avais d'abord, et c'est intéressant que tu parles de Sartre, en fait, le mot que j'avais d'abord, c'était une assumption volontaire. Et donc, première remarque, je vois bien que assumption volontaire par rapport à ce que tu dis sur la conscience comme éclatement, etc.,
Ce serait peut-être mieux. Et j'aimais, en fait, Sartre me hantait beaucoup ici, mais surtout pas, en fait, le Sartre de l'être néant, mais le Sartre de question de méthode. Justement à cause de la question du pratico-inerte, qui, me semble-t-il, a pas mal de choses à offrir à ce genre de débat, et justement par rapport à la question de la quasi-causalité. On peut voir la question de la volonté, disons, par rapport au pratico-inerte, historiquement, je veux dire. Donc, d'une part, merci. D'autre part, donc je relance la question, et c'était un peu ce que j'avais dit aussi, parler d'exosomatisation, qu'est-ce que cela implique sur l'endo, et comment donc se figurer ces dimensions-là? J'ai pas du tout la réponse. Donc, là, tout simplement, je te remercie. Et il va falloir que je revoie cela, ou bien tout ça. Mais j'aimerais d'abord entendre ce qu'en dit Bernard, bien sûr. Et pour la question de Pablo, je trouve que c'est magnifique ce que tu dis. Parce que, non seulement parce que les solutions de la tour passent toujours par des questions de représentation. Aux deux sens. C'est-à-dire qu'au sens parlementaire, donc la métaphore dominante chez lui, c'est précisément la métaphore du Parlement et des représentants. Et là, il y a quand même des limites intéressantes et importantes. C'est aussi là qu'il redonne dans la modernité, mais là, à son sens à lui. C'est-à-dire que c'est toujours, cela que cela s'est produit dans son anthropologie des sciences, s'il veut reconnaître les puissances d'agir, comme il le dit, de ces autres acteurs, c'est toujours à travers une description rétrospective montée par des représentants, des savants, des scientifiques humains. Et ça, il ne le dit pas parce qu'il ne peut pas le dire. Donc, mais tu as absolument raison de mettre le doigt là-dessus, que tout passe donc par la représentation. Et donc, ces questions que tu as ouvertes sur la différence entre la métaphoricité donc, et la performativité d'un discours est absolument essentielle. Et j'ajouterais donc, puisque je vais passer la parole à Bernard là, quel serait donc le rapport entre une performativité discursive et la question de la représentation. Donc, si vous avez un peu de temps, quoi. Merci. Merci pour ces questions, bien sûr. La question de l'intériorisation, je crois que c'est ce qu'il faut revisiter d'un point de vue non dialectique. Et je suis, bien entendu, par exemple, j'adhère complètement à la lecture que Foucault faisait de Blanchot, le dehors, la question du dehors, etc. Mais je ne crois pas du tout que ça veuille dire qu'il n'y a pas d'intériorisation. Je crois que ça veut dire qu'il y a des processus avec des boucles et qu'il faut se pencher sur ces boucles. Voilà. Mais avant de parler de ça, puisque vous avez inscrit ça derrière, enfin comme dans la perspective d'une question de la constitution de la volonté, je pense que la première question, c'est qu'est-ce que la volonté? Qu'est-ce que nous appelons la volonté? Ce qui est évidemment une question redoutablement difficile. Ce qui a été d'ailleurs le sujet presque d'une engueulade entre Thomas Berns et moi au Centre Pompidou, parce que voilà, nous avions donné au Centre Pompidou le titre, tout simplement en traduisant en français une expression de Tim Berners-Lee, « The web we want », le web que nous voulons, et Thomas a brandi
ce que j'appellerais moi un déridisme de pacotille en disant mais on sait très bien que la volonté. Et là j'étais très très déçu parce que je le lis. Bon, il est au-dessous de lui-même, quoi. Bon, ça nous arrive à tous d'être en dessous de nous-mêmes. Donc, d'ailleurs, Derrida n'a jamais dit que la volonté n'était pas une question. Jamais, 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 jamais. Et Deleuze encore moins. Aucun de ceux qui ont participé à la déconstruction du sujet, de la modernité, etc., n'a jamais dit, par exemple, qu'il n'y avait pas de sujet, qu'il n'y avait pas de volonté. Jamais. Ça, c'est le truc des journalistes, voilà, donc, que j'adore. Alors, maintenant, la question de la volonté, bon, moi j'ai essayé de l'introduire l'année dernière, en fait, pas cette année, dans le séminaire, en commentant un article de Libération qui était en fait une tribune d'un écologiste, voilà, qui attirait l'attention sur et sur la gravité de la situation, disons-le comme cela, et en m'appuyant d'ailleurs aussi sur Naomi Klein, que nous ne pouvons plus nous satisfaire de traiter la question de la volonté comme étant un aspect de la métaphysique occidentale du sujet. C'est plus possible. À l'époque de l'Anthropocène, c'est absolument honteux. Et on ne peut pas satisfaire non plus, je suis archi d'accord évidemment avec ce qu'a dit Martin, encore moins, je dirais, de ce que fait la Tour par rapport à ça, qui est une démission et en fait une adhésion au modèle néolibéral. Parce que quand même, je pense que derrière tout ça, la Tour a un certain rapport, voilà, de défiance vis-à-vis de la puissance publique et de confiance dans le marché. Voilà. La Tour, digne héritier du château, pas du château La Tour, mais d'une magnifique terre en Bourgogne, qui est le très très bon vin de Bourgogne, La Tour, qui appartient à Bruno Latour. On appartient à son cosmos. Comme les hirondelles, on est dans un monde. Le monde des vignerons qui ont la vigne de la Tour est un monde qui a des contraintes structurelles, des représentations, etc. Et on n'y échappe pas comme ça, même si on cherche à atteindre la déterritorialisation. Alors, ayant dit cela, le fond de la question, pour moi, c'est le problème du processus. Et du processus qui conduit au passage à l'acte, c'est-à-dire du processus noétique. La noésis, ça je le dis depuis longtemps, c'est une teknèse. Et donc avant-hier, j'aurais voulu discuter beaucoup plus avec Fabien, on n'avait pas le temps, je ne peux pas prendre la parole tout le temps, donc, mais je suis extrêmement, moi, intéressé à ce qu'a dit Fabien, à Jakob von Uexküll, tout ça, au monde dont a parlé Martin aussi, au monde de l'hirondelle et à tous ces mondes, ou à ces Umwelt, disons plutôt, de Jakob von Uexküll. Et je crois donc, voilà, ça c'est, je ne vais pas le redire, qu'il y a un monde au sens Welt, voilà, au sens où la question de la pauvreté en monde, dont parle Heidegger, apparaît comme telle, c'est le monde de l'exosomatisation, dont d'ailleurs Heidegger est un penseur, puisque l'être A, la spatialité du Dasein, tout ça, c'est une pensée de l'exosomatisation, d'une certaine manière, même si je crois que Heidegger ne le voit pas vraiment. Voilà. Parce que précisément, il est trop méfiant vis-à-vis de la métaphysique biologique et toutes ces choses-là, y compris Jakob von Uexküll et tout ça. Et je pense que... alors d'abord, j'ai demandé, qu'est-ce que la volonté ? Je pense qu'il faut se poser d'abord cette question. Et pour moi, ce qu'on appelle la volonté, qui n'est pas la même chose que la volition, eh bien, j'en reprends la définition d'abord chez Binswanger, c'est la volonté de surmonter un obstacle. Et donc, c'est la volonté qui est capable de créer des obstacles qu'elle a la volonté de surmonter. La question de l'obstacle est absolument fondamentale, et là, ça nous reconduit vers la question des époques, des ères, etc., etc. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il faut penser la volontarisation du vivant, si je puis dire, c'est-à-dire la capacité à intensifier la volonté de puissance. C'est ça, c'est pour ça que je parle de Nietzsche, hein. C'est parce que Nietzsche, c'est la volonté de puissance, et la volonté de puissance, c'est une question absolument majeure. Voilà. Ça passe par ce que j'appelle des processus de défonctionnalisation et de refonctionnalisation. Or, la défonctionnalisation, c'est une désorganisation endosomatique qui produit une réorganisation exosomatique.
Et en effet, vous avez tout à fait raison, c'est une boucle. Et c'est là que Jacob von Uexküll est si important. Si on veut comprendre ce que perçoit la tique, si on emploie le mot perception pour le cas de la tique, il faut voir ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle est tout le processus. Elle tombe, si elle a de la chance, elle tombe dans le cuir d'un mammifère ou d'un animal. Si elle n'a pas de chance, elle tombe par terre, elle remonte. Voilà. C'est Sisyphe, d'une certaine manière. Enfin, c'est Sisyphe, c'est justement pas Sisyphe, mais ça y ressemble. Ça y ressemble. Et puis quand elle tombe dans le cuir, eh bien elle meurt en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va grossir, elle va devenir énorme. C'est les tiques que nous voyons sur les chiens, que parfois nous avons, ça nous donne la maladie de Lyme dans certains cas. Et une fois qu'elle a bien grossi, elle tombe vraiment et elle répand ses œufs sur la terre et elle meurt. Voilà. C'est d'ailleurs une histoire non pas de la mort, mais du périr, comme disait Heidegger, qu'il faut inscrire dans ce que je disais hier sur la nécessité de faire une organologie de la mort pour arriver jusqu'à la question du suicide que posait hier Igor, par exemple. Voilà. Et ça commence avec la tique aussi, ça. Il faut l'inscrire avec Nietzsche, dans une biologie de la mort, si je puis dire. Il y a d'ailleurs tout un pan sur la mort dont je voulais parler que je n'ai pas eu le temps de faire, parce qu'en biologie, la question de la mort, c'est une question absolument fondamentale, à partir de la fin du XIXe siècle. Et donc, voilà, je crois qu'il faut repenser la Bildung comme un processus d'intériorisation qui ne se concrétise que comme extériorisation, et là, vous avez évidemment raison, comme passage à l'acte. Mais c'est une processualité. Et évidemment, c'est difficile à penser, parce que, par exemple, ça c'est la recherche du temps perdu, éprouver à 12-13 ans quelque chose qui ressurgit quand je suis vieux, au bord de la mort, tout près de mourir, dans le temps retrouvé. Et ce n'est que ça l'histoire de Proust, de la recherche du temps perdu. Ce n'est que ce qui raconte comment, depuis ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, c'est quand même 50 ans, voilà. Finalement, il y a une exosomatisation qui se produit et qui s'appelle le temps retrouvé, voilà, et qui se produit accidentellement par la butée sur un pavé de la cour des Guermantes. Voilà. Et tout ça, moi je m'intéresse à Proust autant qu'à Mallarmé, et tout ça, c'est ce que je crois qu'il faut réinterpréter de ce point de vue comme un processus, effectivement, qui a de l'intériorisation. Mais ça n'est pas le moment dialectique. Car l'intériorisation, chez Hegel, ça n'est pas du tout un moment, c'est le savoir absolu. C'est-à-dire, c'est ce qui va dissoudre toute extériorité en une intériorité du philosophe qui est devenu le savoir absolu au service d'un prince, qui est le prince du droit politique hegelien, et que Marx va complètement remettre en question dans les manuscrits de 1944. Et puis d'abord dans sa thèse sur Hegel. Voilà. Alors tout ça a tout à voir avec les questions d'ère, d'époque et par ailleurs. Je ne suis pas en train de substituer la raison à l'époquet. Les époques, pour moi, l'époquet, c'est toujours à la fois... D'abord, c'est ce qui résulte d'un processus de double redoublement épocal, donc ça procède directement de ce que je viens de répondre à Michael. Et simplement, il y a dans ce processus de double redoublement épocal des aires, c'est-à-dire qu'il y a des moments où des pharmacas, c'est-à-dire des rétentions tertiaires, en général des rétentions tertiaires hypomnésiques, mais pas seulement, produisent des changements d'air. Qu'est-ce que c'est qu'un changement d'air? C'est là où je ne peux pas enchaîner seulement par une nouvelle époque. Je ne peux plus épocaliser en fait l'ère dont je viens. Typiquement, ce qui se passe avec Nietzsche, Freud et tout ça, c'est un changement d'air. La mort de Dieu, c'est un changement d'air. J'entre dans une nouvelle ère. Comment la qualifier, ça c'est très 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 difficile. Mais cette ère, elle est... alors évidemment, j'en ai un tout petit peu parlé, je ne sais plus où d'ailleurs, je ne sais plus très bien si j'ai publié ou pas déjà ce truc-là, mais il faut faire une analyse des concepts d'ère avec les théologiens, les historiens, les géologues, parce que l'Anthropocène est une ère, c'est ce que contestent les géologues, sauf qu'ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, il y a une fusion entre le concept d'ère d'un géologue et le concept d'ère d'un historien, ou d'un théologien, ou d'un post-théologien, ou d'un théologien de la mort de Dieu, comme il en existe aux États-Unis. Et ce que j'affirme, moi, c'est que nous changeons d'air en ce moment. C'est pour ça que
tant que nous n'aurons pas acté le changement d'ère, eh bien nous vivrons dans l'absence d'époque. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'époque sans ère. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ère voilà, qui venait de Nietzsche, Dada et tout ça appartenant à la... Nous sommes entrés dans quelque chose d'autre. Et je pense que cette entrée dans quelque chose d'autre, c'est ce qui doit refaire fonctionner la raison autrement. La raison d'ailleurs n'étant pas exactement la noèse. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Tu seras d'accord qu'il y a quand même une analogie très forte entre ce que tu appelles changement d'ère et changement d'époque. Oui, 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 il y a une analogie. Mais il y a plus qu'une analogie. De toute façon, c'est du doublement épocal. Du double redoublement épocal dans tous les cas. Ce qui constitue une époquée, c'est un double redoublement épocal et elle est en deux temps, c'est-à-dire l'époquée technologique et l'époquée, appelons-la noétique, voilà, à proprement parler, c'est-à-dire l'exosomatisation d'abord et la noésis, autrement dit la transindividuation de l'exosomatisation, qui n'est pas simplement l'intériorisation cérébrale par les individus, mais l'intériorisation par la société, c'est-à-dire produire un nouveau droit, produire une nouvelle morale, produire une nouvelle façon de vivre, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle une civilisation ou une société, appelons ça comme ça, pour être plus neutre que le mot civilisation. Bien sûr, mais il y a des différences qui font que, par moment, il y a dans l'exosomatisation des processus de bifurcation. Par exemple, au Paléolithique supérieur apparaissent des processus d'exosomatisation hypomnésique. Et ça, c'est une énorme bifurcation qui ouvre une nouvelle ère, que j'appellerais l'ère hypomnésique. Et des ères peuvent inclure des ères, d'ailleurs, parce que dans l'ère hypomnésique, il y a l'ère chrétienne, il y a l'ère musulmane. Voilà, les ères sont, en général, conçues d'abord comme des ères religieuses. Voilà. L'ère chrétienne, on dit. Voilà. L'ère chrétienne, ça définit, pour les occidentaux chrétiens, l'ère chrétienne définit l'Occident. Pour les occidentaux qui ne sont pas chrétiens, ils ne se contentent pas de cette définition voilà, de l'ère occidentale. Oui, bien sûr, Fabien. C'était simplement pour rebondir sur la remarque d'une éventuelle analogie entre le concept d'époque, qui sont des concepts de périodisation, et d'ère. Et je me disais que si on voulait tenir une analogie réelle entre ces deux concepts, peut-être qu'il faudrait penser le concept d'époque avec le concept d'adoption, dont vous avez beaucoup parlé. Et peut-être que là, il me semblerait pertinent de parler, lorsqu'on a affaire à des ères, non plus d'adoption, mais bien d'endosomatisation, puisque l'adoption, c'est ce qui va permettre de penser une continuité entre des époques, et l'endosomatisation, c'est ce qui va précisément permettre de survivre ou de vivre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire où il y a rupture de continuité, et cette endosomatisation, en fait, c'est une refonctionnalisation. C'est une refonctionnalisation du vivant. Et d'ailleurs, à cet égard, je voulais parler d'un livre, je n'ai pas pu en parler là, mais qui me semble extrêmement important, qui est sorti en 2014 et qui fait écho à beaucoup de discussions qui ont eu lieu durant ces 3 journées. C'est un livre d'un chercheur italien qui s'appelle Alberto Gualandi, qui a écrit un excellent livre qui s'intitule « L'œil, la main et la voix, une théorie communicative de l'expérience humaine ». Et dedans, il montre comment s'articule, à partir des recherches les plus récentes en neurobiologie, en paléontologie, comment en fait ces données récentes de la science la plus contemporaine entrent en résonance avec les travaux de l'école d'anthropologie philosophique allemande du début du XXe siècle, en particulier les travaux d'Arnold Gehlen, et qui avait avancé un concept d'exonération, Entlastung en allemand. Et le concept d'exonération, c'est l'idée que, disons, une pratique qui était destinée pour une certaine finalité, en fait, au moment où on s'en détache, qu'elle prend son autonomie, elle va être refonctionnalisée pour des buts nouveaux.
Et ce processus de refonctionnalisation dans le vivant, c'est précisément ce que Gould et Hofbauer, dont je parlais, appellent exaptation. Et ce processus d'exaptation, d'exonération, on peut le penser à l'échelle culturelle. Et voilà, c'était pour... Merci, c'est très intéressant tout ça, évidemment. Et je dis oui avec juste une réserve, c'est que l'endosomatisation, c'est l'éducation. Et donc, nous endosomatisons en permanence. Vous êtes en train d'endosomatiser ce que je dis, je suis en train d'endosomatiser ce que vous dites, c'est-à-dire que la défonctionnalisation et la réfonctionnalisation est permanente. Mais il y a des moments où elle transforme véritablement les conditions générales, le cadre général d'endo et d'exosomatisation. Le transhumanisme, c'est pas... Le contexte du transhumanisme, c'est ça. Ce que je crois, moi, c'est qu'une nouvelle ère, dans tous les cas, pour ce qui concerne les êtres noétiques que nous tentons d'être, c'est une nouvelle archipotentialité. C'est donc toujours un nouveau rapport à la mort, à la lutte, et donc c'est très très compliqué ce concept d'ère. Hein. Je suis prudent avec ça, parce qu'en plus là-dessus, les historiens, les archéologues, les géologues, tout ça sont extrêmement chatouilleux. Ils se bagarrent d'ailleurs entre eux en permanence. Et donc si en plus un philosophe la ramène là-dessus, bon. Mais il y avait eu un bouquin, par exemple, de Christophe Pomian sur ce qu'il appelait la chronosophie, qui essayait de penser des choses comme ça. Mais je pense que l'Anthropocène, parce qu'il crée une confusion géologique, historique, etc., nous impose de réaborder ces questions. Et moi, je crois que dans tous les cas, les nouvelles ères sont liées à des nouvelles possibilités rétentionnelles et potentionnelles qui transforment les rapports à l'archiprotension, c'est-à-dire à la mort, à la vie, etc. Et là, oui, bien entendu, le concept d'exaptation est très important. Mais je dirais que il y a là aussi des problèmes d'adoption néanmoins. Voilà, on pourrait dire des méta-problèmes ou des problèmes de méta-adoption. Je voulais ajouter un tout petit mot. Je suis désolé, on va être obligé d'arrêter parce qu'il est tard et qu'il ne faut pas qu'on se mette en retard pour cet après-midi, donc on va devoir manger au lance-pierre, comme on dit en français. Je voulais ajouter un tout petit mot sur l'anthropologie et ce qu'a dit Paolo en discutant avec Martin. Moi, je me bats un petit peu là avec l'anthropologie pour produire une néganthropologie qui n'est pas un rejet de l'anthropologie, mais une critique de l'anthropologie philosophique et positive. J'ai commencé avec donc Godelier pour des raisons assez précises, que je vais d'ailleurs préciser encore dans l'avenir du savoir. Mais évidemment, il faudrait faire ce travail avec Descola, par exemple, qui pour moi est assez calamiteux. C'est un anthropologue parfaitement régressif à mes yeux, qui régresse au stade où il y aurait 4 types d'ontologie. Je trouve ça effrayant, de régression, de fermeture à la nouveauté, d'incapacité à comprendre ce que c'est que la néganthropie, la cosmologie, et comme s'il existait comme ça une liste finie de cosmologies possibles. C'est débile comme discours. Alors ça, c'est l'archi-décomposition du lévi-straussisme. Godelier, c'est vraiment au-dessus. Godelier, il intériorise beaucoup de limites de Lévi-Strauss, mais il en fait des choses vraiment grandioses quand même, parce que le livre de Godelier, Les Métamorphoses de la parenté, c'est un grand livre, même s'il faut le critiquer. Et Scola... Mais c'est ça, pour moi, c'est ça l'arrière-plan des paradoxes que vous soulignez entre modernité, ceux qui rejettent la pensée moderne et qui la réintroduisent au moment même où ils la rejettent, où ils se servent de la pensée moderne pour prétendre rejeter la pensée moderne et ouvrant à l'impossibilité de penser la modernité, par exemple, dans la cosmologie. Bon. On en reparlera. Il faut que nous allions déjeuner très vite. Il faut recommencer à l'heure, 14h30. Bon appétit.